BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h16, c'est François Asselin, le président de la CPME qui est avec moi ce matin. Bonjour. Bonjour. Bon alors, vous avez forcément, même si ce sont des concurrents alliés, écouté le grand oral des candidats au MEDEF hier. Ils n'étaient pas au MEDEF, ils étaient à la CPME. On a parlé de PME, on a parlé du Small is Beautiful. Tous les candidats, qu'est-ce que vous êtes écoutés désormais ? Écoutez, c'est de toute façon, à partir du moment où le nombre d'entreprises qui sont 99% sont des PME sur notre territoire, on peut tout à fait comprendre qu'effectivement, les candidats à l'élection présidentielle orientent leurs discours et leurs idées vers les PME. Ça veut dire que vous ne les croyez pas forcément, vous ne les prenez pas au pied de la lettre ? Écoutez, d'abord, effectivement, on ne croit pas au Père Noël depuis longtemps, nous sommes des pragmatiques, nous, chefs d'entreprise. Ce que l'on demande, c'est tout simplement de crédibiliser ce qu'ils viennent nous dire de si bon, si beau autour des PME. Alors justement, on va prendre, parce que vous avez publié un livre blanc avec vos propositions, et d'ailleurs vous allez vous-même auditionner les candidats à la présidentielle les 9 et 16 mars prochains. Alors, j'ai vu, il y a des propositions qui sont absolument intéressantes, parfois détonnantes. Une première proposition, vous demandez un crédit d'impôt à la relocalisation. Ça pourrait prendre quelle forme ? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de souveraineté, de Made in France. C'est quoi ce crédit d'impôt relocalisation ? Alors en fait, on a pris le modèle sur le crédit d'impôt recherche, qui fonctionne bien d'ailleurs souvent pour les grandes entreprises. Que certains candidats veulent supprimer. Que certains candidats veulent renier. Exactement, sachant qu'effectivement c'est quelque chose qui est très attractif, d'abord pour conserver sur le sol de la recherche et du développement, et puis pour attirer sur notre sol des entreprises qui veulent investir pour produire en France. D'ailleurs, les PME en bénéficient aussi. Et les PME en bénéficient aussi. Le seul petit problème, c'est que la méthode de mise en place du crédit impôt recherche déclenche ipso facto généralement un contrôle fiscal. Donc c'est un petit peu, faut arrêter un petit peu cette hypocrisie. Sur l'idée que nous développons sur le crédit impôt relocalisation, c'est de se dire, et vous avez beaucoup de PME qui ont parfois externalisé à l'extérieur du territoire leur production, souvent d'ailleurs incitées par les grands groupes qui sont leurs donneurs d'ordre pour gagner en compétitivité, et elles n'ont pas généralement les moyens de relocaliser parce qu'il faut réinvestir un outil de production, mécaniser, informatiser, robotiser la chaîne de production, et là évidemment il faut mobiliser des fonds, et ce crédit d'impôt relocalisation permettrait effectivement, comme le fait le crédit d'impôt recherche, de dynamiser, de permettre à ces PME de relocaliser leur production sur le territoire. Vous avez comme une idée, François Asselin, de la manière dont on pourrait le calculer ? C'est-à-dire qu'on prendrait... C'est quoi relocaliser ? Ça veut dire fermer une usine à l'étranger pour en ouvrir une en France. C'est compliqué à contrôler ça quand même. Alors c'est assez compliqué à contrôler, mais pour autant, c'est pas si compliqué que ça. Pourquoi ? Parce que la comptabilité est ainsi faite que vous avez une comptabilité qui s'arrête aux frontières de votre pays. Et après, vous consolidez ou pas vos comptes. Ce qui fait que le périmètre d'activité de l'entreprise peut être relativement bien défini. Après, effectivement, ce qu'il faudra juger, ce qu'il faudra envisager, c'est de voir quel outil de production est dédié à la relocalisation par rapport à un autre outil de production qui existe déjà et qui finalement ne serait pas délocalisé. Ouais. Donc ça, effectivement, mais vous savez, on a autour de nous beaucoup d'experts qui permettent, entre guillemets, de baliser ces choses-là. Et de quantifier, effectivement, la réalité de la relocalisation. Alors, ce n'est pas une mesure, mais vous allez me dire quelle est la mesure que vous proposez. Autre constat que vous avez fait dans votre livre blanc qui est tout à fait éclairant, parce qu'on parle beaucoup de partage de la valeur ajoutée, et vous avez recalculé le montant des cotisations patronales selon le niveau de salaire, comparaison France et Allemagne. Je prends un exemple. Un cadre qui gagne 50 000 euros de revenus annuels, tout comme un cadre d'ailleurs qui gagnerait 100 000 euros, les cotisations patronales sont de 42% contre 14 à 19% côté allemand. Oui, c'est très révélateur. On l'oublie souvent, mais lorsque on parle de compétitivité, il faut regarder le poids des salaires et donc des charges associées au salaire d'un pays à l'autre. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en France, jusqu'à 1,6 SMIC, nous restons compétitifs, voire plus compétitifs. Très compétitifs. Même très compétitifs. 4% pour des salariés non cadres au niveau du SMIC de cotisation patronale contre 20% pour les Allemands. On est très compétitifs. On est très compétitifs sur les bas salaires, mais dès qu'on monte à 1,6 SMIC, qui ne sont quand même pas des gros salaires, des grands salaires, et bien là, d'un seul coup, on décroche. Ouais. Et d'une façon importante. Et ça explique une des raisons pourquoi nous, finalement, avons plutôt privilégié une industrie low cost
par rapport à une industrie, il faut monter en gamme, parce que plus vous montez en gamme... privilégier une industrie premium, parce qu'on a de toute façon des salaires plus élevés que dans certains pays. Exactement. Donc nous, ce que nous demandons à la CPME, c'est de redessiner cette courbe des salaires, des charges appliquées aux salaires, pour que tout simplement on se retrouve à la fin du prochain quinquennat dans la moyenne européenne du coût du travail, quelle que soit la qualification, la catégorie des salariés que nous employons. Ça nous permettrait effectivement de jouer la compétitivité tant sur le côté fiscal, puisque nous demandons exactement la même courbe, d'être au niveau de la pression fiscale dans la moyenne européenne à la fin du quinquennat, comme sur le coût du travail. Il faut tenir les deux. Alors, si j'en crois votre livre blanc, vous êtes pour aussi beaucoup de mesures annoncées hier par les candidats à la présidentielle. Par exemple, la défiscalisation des heures supplémentaires, des primes défiscalisées, la prolongation de la prime Macron, c'est ce que vous demandez? Oui, la prime patron, vous voulez dire. Ah, la prime patron. Voilà, parce que Macron nous fait cadeau des charges, c'est vrai, il faut l'admettre, mais c'est le patron quand même qui la verse. Vous savez ce que vos détracteurs vous disent, c'est que vous préférez des primes plutôt d'augmenter les salaires. Absolument pas. Le premier levier qui fait que nous augmentons les salaires, c'est l'équilibre entre l'offre et la demande. Or, aujourd'hui, les entreprises cherchent des compétences qu'elles ont du mal à trouver, et donc ceux qui ont des compétences, sont les plus forts dans la négociation, et finalement, tant mieux. Donc je peux vous dire qu'en termes de rémunération individuelle, beaucoup d'entreprises, et surtout dans les PME, il y a eu énormément d'efforts de fait. Pour autant, effectivement, il faut bien admettre qu'aujourd'hui, quand vous avez des contrats précaires, avec un faible niveau de qualification, c'est quand même dur, effectivement, de joindre les deux bouts, surtout avec la pression inflationniste que nous avons. Il y a deux moyens d'augmenter, on va dire, le pouvoir d'achat. C'est d'abord de libérer le travail. Pour libérer le travail, il faut faire en sorte que la 36e heure soit rémunérée à plus 25% pour le salarié et pour l'entreprise soit nette de charge. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, vous décrochez en compétitivité, et bien souvent, vous n'êtes plus rentable si vous faites des heures supplémentaires pour l'entreprise. Donc il faut débloquer absolument ce compteur. L'autre élément, c'est de se former. Alors évidemment, ça ne paye pas tout de suite, parce que quand on décide de se former, il faut un petit peu de temps pour monter en compétences, mais ce sont vraiment les deux leviers qui permettent d'augmenter le pouvoir d'achat. Au-delà de ça, bien évidemment, vous avez les accords de branche, vous avez les négociations, et bien souvent, il faut revoir toute la chaîne, c'est-à-dire du fournisseur au consommateur, parce que dans certaines professions, lorsque vous vendez du taux horaire et que votre marge c'est quelques centimes d'euros, comment voulez-vous augmenter les salaires si vous décrochez vis-à-vis du client? Donc il faut aussi, bien évidemment, que le client accepte de payer un peu plus cher. Et là, il y a un risque effectivement d'inflation. Alors, sur les retraites, ça c'est une réforme que vous demandez, que vous appelez de vos voeux, qui vous semble urgentissime. Pourquoi ? Premièrement, ce n'est pas une nouveauté, c'est une réforme que nous avons repoussée d'année en année. C'est dans la part, on va dire, de la solidarité, celle qui représente le plus de cotisations de l'ensemble des Français. Ouais. Tous les ans, les Français consacrent, et la France, 330 milliards d'euros pour les retraites. Lorsque l'on voit l'évolution démographique du pays, lorsque l'on voit qu'on rentre plus tard dans la vie active et parfois on en sort plus tôt, il n'y a pas besoin d'être prix Nobel d'économie pour se dire que si on n'a pas des mesures structurelles, on risque d'aller directement dans le mur, ou en tout cas, demain, de verser des retraites qui vont aller en diminuant. Et personne n'en veut. Mais vous êtes le plus radical dans cette campagne. Vous réclamez le décalage de la retraite à 65 ans. Alors, en 2030, c'est pas si radical que ça, voyez-vous. C'est-à-dire que si on regarde ça à l'échelle sociale, de l'histoire sociale du pays, franchement, c'est pas un énorme effort. Ce que nous disons, c'est que rapidement, il faut remonter à 63 ans, en rappelant que 63 ans, aujourd'hui, c'est à peu près l'âge moyen à partir duquel on commence à liquider sa retraite en France, et puis progressivement monter jusqu'à 65 ans, sans oublier les régimes spéciaux, parce qu'il faut que l'effort soit le même pour tous les Français, quel que soit leur statut, indépendants, salariés ou fonctionnaires assimilés. Ouais, vous êtes un peu comme le MEDEF sur les retraites. Il y a d'autres organismes patronaux, par exemple, je pense à l'Institut de l'entreprise, qui pensent qu'il faut sans doute augmenter l'âge de la retraite, mais surtout augmenter le nombre d'heures travaillées par an. Alors nous sommes aussi sur cette ligne. Pourquoi ? Parce que quitte à supprimer des jours de congé, dit l'Institut de l'entreprise. Oui, alors aujourd'hui, quand vous regardez d'une façon tout à fait factuelle comment se passent les jours de congé dans notre pays, on s'aperçoit qu'à partir du moment où on a à peu près 5 ans d'ancienneté, suivant la branche professionnelle, en fait, c'est pas 5 semaines que nous avons, c'est à peu près 6 semaines. Entre les jours de fractionnement, les jours d'ancienneté, etc., suivant les conventions collectives, c'est environ 6 semaines de vacances de congés payés. Écoutez,
La difficulté dans tout cela, c'est que sur une carrière professionnelle qui est plutôt ramassée dans notre pays, oui, c'est trop. Si on élargit l'activité professionnelle pendant toute une vie, eh bien non, on peut tout à fait jouer avec ça. En attendant, on pourrait être un petit peu, on va dire, habile ou agile. C'est-à-dire que pourquoi demain ne pas effectivement pouvoir racheter des congés payés ou des jours de RTT quand on est en pleine force de l'âge, qu'on a envie de bosser, qu'on a envie de gagner sa vie. Eh bien, écoutez, permettons aux Français de bosser, tout simplement. Alors, autre demande, là vous êtes aussi c'est radical, hein, vous demandez une réduction des impôts de production de 30 milliards d'euros. C'est beaucoup. Bah non, c'est pas beaucoup. Non, je suis désolé, parce que ce qui est beaucoup aujourd'hui, c'est la pression fiscale sur les entreprises. Nous sommes, alors tous les ans, on se dispute la première place ou la deuxième place avec le Danemark. C'est vrai. Hein, voilà. C'est vrai. Donc, il y a eu déjà beaucoup d'efforts de fait par l'actuel gouvernement, mais je dirais heureusement. Mais si on veut revenir dans la moyenne européenne, eh bien l'effort qu'il faut faire sur les impôts de production à 5 ans, c'est de l'ordre de 30 milliards, c'est même 35 milliards. Hein. Donc, j'aime mieux vous dire qu'il y a des défis colossaux pour le prochain exécutif.